Je vais peut-être commencer tout simplement pour rentrer dans le vif du sujet. Justement, vous posez à tous les trois, c'est justement, peut-on parler de tout en littérature jeunesse? Et je vous demande d'y répondre chacun à votre tour. Oui, mais pas n'importe comment. Oui, enfin, pour élaborer un peu plus, je pense que tous les sujets peuvent être abordés en littérature jeunesse parce que la plupart des sujets vont concerner aussi les enfants, parce qu'ils vivent dans le même monde que nous, ils peuvent être confrontés aux mêmes problématiques, y compris à des choses parfois très dures. Donc oui, je pense qu'on peut parler de tout et que c'est même important d'aborder une grande variété de sujets avec les enfants, y compris pour les éduquer, les sensibiliser à des choses, etc. Mais évidemment, on ne va pas parler à un enfant de 9 ans de la même manière qu'on va parler à un adulte de 35. Donc il faut adapter la manière d'aborder les sujets. On ne peut pas se permettre la même chose, forcément. Et donc voilà, c'est juste, je pense, une manière d'aborder les sujets qui va être différente. Mais je pense qu'essentiellement, on va aborder... Enfin, on peut de presque tout parler avec les enfants. Ah ben, je ne peux que rebondir et préciser même, je trouve même une plus grande liberté totale d'expression, de sujets abordés et autres dans la littérature jeunesse. J'écris aussi indifféremment pour adultes, où là, en revanche, alors, évidemment, on peut tout aborder pour adultes aussi, mais avec souvent un public un peu plus, comment je pourrais le dire, pointilleux, vétilleux, je le dirais, enfin, qui n'hésite pas à vous tomber dessus quand il y a certains sujets qui peuvent paraître, qui pourraient, pour certains, paraître fâcheux. En jeunesse, pas du tout. On peut se permettre, en utilisant la bonne manière, je suis tout à fait d'accord, de vraiment tout aborder, y compris les sujets qui pourraient paraître fâcheux pour certains pour adultes. Ça passe comme une lettre à la poste. On peut tout aborder. Les enfants, le jeune public a, lui, une telle ouverture d'esprit qu'il peut tout absorber et qu'on peut tout lui expliquer, bien sûr, avec la bonne façon. Bon, pour moi, il ne va pas y avoir un grand débat non plus, hein, parce que je vais rejoindre mes collègues. De la même manière que un enfant, dès son plus jeune âge, va philosopher, peut-être sans le savoir, ou en tout cas réfléchir sur tous les aspects de la vie, la littérature jeunesse, elle, c'est pas peut-on tout aborder, c'est elle aborde, je pense, aujourd'hui déjà tous les sujets, depuis plusieurs années, de manière plus directe, plus frontale qu'il y a quelques dizaines d'années de cela, même si c'était de manière sans doute beaucoup plus historiquement beaucoup plus cachée, mais déjà dans la littérature adressée aux enfants, y compris au XIXe siècle, il y avait déjà en fait des sujets qui étaient abordés de manière un peu dissimulée, on va dire. Voilà. Oui. Et donc, tu faisais allusion justement éventuellement à ce qu'on appelle le backlash. Et ça, en littérature jeunesse, c'est bon, tu as peut-être un petit peu plus de recul parce que tu as quand même publié beaucoup plus de titres et tout. Tu n'as jamais rencontré de problème ou avec, ne serait-ce qu'avec les parents? Alors, jamais avec le public, jamais avec les parents. Alors, pour vous donner une petite anecdote, une seule fois avec un éditeur, une éditrice en l'occurrence que je ne nommerai pas ici, mais pour vous dire, euh, les deux héros principaux du livre en question, qui étaient quand même des ados, ils ont 14-15 ans dans cette histoire-là, une histoire dans un contexte contemporain, à 2-3 reprises, buvaient du café. L'éditrice m'a fait remarquer que quand même, à cet âge-là, non.
pourrait-on plutôt remplacer ça par du chocolat? Alors que par ailleurs, dans l'histoire, il y a un moment quand même, il tue quelqu'un, mes deux adolescents, forcés par des circonstances qui les y poussent, et voilà. Ça s'est passé comme une lettre à la poste, sans aucun problème. Voilà. Mais les voir au petit déjeuner, ou je ne sais plus à quelle occasion, de leur virer, voilà, prendre un café, ah non, voilà. Non, pour vous donner l'anecdote, en revanche, voilà, j'ai toujours pu, non, écrire sans aucun problème, aborder tous les sujets. Alors, je les aborde pas forcément frontalement, bien sûr, et sans chercher à- à choquer, mais un peu plus récemment, dans une petite trilogie, dans la dernière trilogie de fantasy que j'ai faite pour Gulfstream il y a quelques années, je parle des genres, je parle du poids de la société, de l'assignation des destins et des carrières selon qu'on est garçon ou fille, etc. Enfin, sans aucun problème, sans aucun problème. Hmm. Et est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y aura alors c'est pareil, je vais poser la question à vous trois, chacun votre tour. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous paraîtraient quand même que vous hésiteriez à traiter? Est-ce qu'il y a des fois des choses, je me suis dit, que vous êtes des moments où vous vous êtes dit non, là, ça, ou bien je suis pas prêt, ou bien je suis des choses qui vous ont peut-être un. Alors moi, c'était pas vraiment un sujet à proprement parler, mais j'ai une expérience vis-à-vis de ça, puisque dans Alana et l'enfant vampire, du coup, il y a un personnage qui, au cours du récit, fait plus ou moins un coming out trans, il se pose des questions sur son genre, se demande si Lily, elle serait pas non-binaire, etc. Et quand je l'ai écrit la première fois, pour moi, c'était impensable d'utiliser l'écriture inclusive, parce que je savais que j'allais me faire défoncer. Pour le coup, moi, je sais qu'il y a une grosse opposition de la part de certains parents vis-à-vis de ce que j'écris. Alors, c'est pas forcément des choses que j'ai frontalement, mais voilà, j'ai des retours de libraires, de bibliothécaires, où voilà, l'héroïne a deux papas. Bah non, je vais surtout pas prendre ça. Ça, c'est une réalité. Donc, forcément, l'écriture inclusive dans un roman jeunesse, j'étais un peu réticent. Enfin, pas forcément réticent, mais genre, je me disais, ça passera jamais, ça passera pas auprès de l'éditeur, ça passera pas auprès des parents, etc. Au final, mon éditeur m'a poussé à quand même le mettre, parce que pour lui, ça faisait du sens, et du coup, on a travaillé ensemble à comment faire pour que ce soit le plus fluide possible, puisque c'est vrai, comme on est pour un jeune public, par exemple, j'ai fait attention à ce que les mots qui utilisent donc le point médian, donc l'écriture inclusive, par exemple, mon ami I point médian E, eh bien, ça se prononce pareil. Donc, s'il y a une lecture à voix haute, l'enfant va pas buter. Voilà, typiquement, alors que sur un roman adulte, je vais me permettre plus de, plus de fantaisie parce que j'estime que voilà, t'es adulte, tu te débrouilles. Euh, donc voilà, c'est pas vraiment un sujet à proprement parler, mais voilà, c'est une question qui s'est posée parce que qu'est-ce que le monde de l'édition va en penser, comment ça va passer auprès des enseignants, des libraires et des parents surtout, parce que ce sont eux qui achètent les livres. Ce qui est terrible, c'est de penser que c'est justement ce public-là qui n'est pas en fait un public qui est Qui en aurait plutôt le plus besoin, qui est un sans public doute. filtre, qui va poser peut-être plus de problèmes que le public à qui est destiné le roman. Tu as des anecdotes de ce type ou des problèmes comme ça qui te sont être des blocages au niveau auditeur Alors non, qui. alors, pas un blocage, mais par rapport, c'est intéressant que tu disais sur l'écriture inclusive. Bah, pour la petite trilogie de fantasy dont je vous parlais, on s'était posé la question justement, puisque ça aurait fait sens de l'appliquer vu les thèmes abordés. J'avoue, et ça j'étais complètement d'accord, on a fini par y renoncer, sachant que, au bout du compte, au niveau de certains prescripteurs, alors pas qu'il y aurait une levée de bouclier, pas pour toutes ces questions-là, mais parce que alors peut-être à tort, on a estimé que le livre ne serait pas forcément arrivé facilement jusqu'au lecteur. La plupart des jeunes lecteurs, enfin du moins ceux que j'ai l'ambition de viser, ne sont pas forcément des grands lecteurs. Et on sait que, hélas, pour les plus jeunes, c'est un vrai blocage. Là, en dehors de toute question morale, mais simplement pratique, je dirais.
Donc voilà, on s'était posé la question et finalement, j'avoue on y avait renoncé au dernier moment. Mais non, sinon, j'ai jamais été confronté en revanche à une décision éditoriale qui aurait été, je dirais, un recul sur le fond du livre par rapport à ce qu'on aurait estimé être la réaction de prescripteurs. Non, honnêtement, j'ai jamais été confronté à ce souci-là. Donc, je ne doute pas qu'il existe, hein, par ailleurs, mais. Mm. Alors moi, je pense que j'ai la chance de travailler aussi avec. Je n'ai pas de comparatif avec d'autres maisons d'édition, mais chez Gulfstream, en tout cas, les, les thèmes abordés, on a une grande liberté et il n'y a pas de frein. En fait, moi, je n'ai pas du tout ressenti. Pour prendre deux exemples, donc sur L'Enfant Pan, mon premier roman, j'aborde concrètement la question de l'abus sexuel sur enfants. Il n'y a absolument aucun souci qui m'a été posé à ce niveau-là. C'est à partir de 11-12 ans que c'est lu quand même, ce texte. Et les rares, très très rares, là c'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois où il y a eu des retours voilà, un peu nuancés. Ça venait d'adultes en fait. Jamais, quand je suis allé rencontrer par des collégiens par exemple, il y a eu de remarques à ce sujet. Voilà, donc bon. Et puis, même chose donc, sur le Crépuscule des Urnes, sur le premier tome, hein, puisque c'est une duologie. Là, j'aborde aussi la question du consentement à travers ce qui est intéressant aussi. Je pense que on peut aborder ce type de sujet à travers des genres comme la fantaisie ou le fantastique. Voilà, donc c'est cette liberté-là aussi, moi, j'apprécie beaucoup en littérature jeunesse. Donc, la question du consentement, voilà, elle se pose forcément. Il faut une scène un petit peu phare pour marquer les choses. Et puis, pas plus tard que ce matin, j'ai rencontré une lectrice qui l'a acheté il y a quelques temps et donc qui est venue qui me dire bon, le bien qu'elle en pensait en me disant il y a quand même voilà, un passage un petit peu qui m'a semblé un petit peu dur. Bon, voilà. Et elle me l'a dit en tant qu'adulte, hein, voilà, alors que c'est un roman qui d'abord s'adresse aux adolescents. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de filtre éditorial en tout cas. C'est déjà pas mal. Et justement, tu abordes le sujet justement de l'abus sur des jeunes. Est-ce que en rencontre, tu as eu est-ce que tu as eu l'impression que pour certains, ça a pu éventuellement libérer la parole ou est-ce que tu penses que parce on connaît les chiffres quand même du nombre d'enfants. On considère qu'il y a quand même à peu près au moins 2 enfants par classe qui sont victimes d'abus. Donc, je pense que quand tu y penses, toi, quand tu vas justement rencontrer une classe? Alors, j'y pense, mais en même temps, sur l'enfant Pan, quand j'ai fait pas mal de rencontres scolaires, le sujet, il tourne quand même beaucoup plus sur l'œuvre littéraire de James Barrie, de Peter Pan. Donc, c'est un élément, ce traumatisme finalement que j'évoque dans cette histoire, mais parmi d'autres. Donc, il n'est pas un sujet réellement traité en tant que tel, sauf s'il y a une question particulière autour de ça. Donc, c'est finalement, je vous dis, c'est assez rare que les jeunes reviennent sur ce sujet ou cette scène en particulier. Ils le comprennent comme un élément de l'histoire, voilà, comme une explication. Par contre, bon, comme je suis aussi professionnel dans l'éducation nationale, moi, j'ai eu l'occasion de constater des interventions, en particulier de brigade de prévention des délinquants juvéniles, donc qui intervient beaucoup dans les collèges. Et lorsqu'il y a ce type d'intervention, c'est évident que là, c'est plutôt, ça libère souvent la parole. Mais là, on est sur des interventions concrètes, sur mon corps m'appartient, sur ce qu'on a le droit ou pas de faire des adultes sur des enfants. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus clair le sujet. Et donc là, il y a des réactions davantage sur ce type d'intervention. Et vous avez des anecdotes justement par rapport à peut-être des sujets un peu délicats que vous avez abordés et qui sont remontés en rencontre scolaire et que vous avez eu l'impression que
ou en rencontre scolaire ou ailleurs, je veux dire, face à votre public, qui vous auront dit que quelque part, vous ayez abordé ces sujets-là, ça leur a apporté quelque chose de positif? Ben, moi, oui, ça arrive souvent. Enfin, mes œuvres sont basées là-dessus en général, sur des sujets de société. C'est le cœur de mon travail. Quand j'écris un roman, c'est souvent pour faire passer un message, souvent féministe, queer, etc. Donc forcément, voilà, j'ai souvent beaucoup de retours là-dessus pour avoir abordé certains sujets qui sont pas forcément fréquents en littérature, ou du moins un peu cachés, où ça peut être difficile de trouver les livres parce qu'ils sont pas forcément référencés, c'est pas forcément dans le résumé, voilà, etc. Donc forcément, voilà, j'ai des récits de coming out. Bon, c'est principalement le genre de retour que j'ai, parce que mes livres touchent souvent à l'identité queer, que ce soit la découverte de soi, ou l'acceptation de soi, ou tout simplement vivre en étant queer. Donc voilà, j'ai beaucoup de retours là-dessus, que ce soit pour mes romans ados ou mes romans très jeunesse, avec voilà, des petites filles de 10 ans, lesbiennes, qui se sentent enfin représentées dans les livres, quoi. Et c'est touchant. Euh, donc voilà, après, ça m'arrive d'aborder des sujets qui peuvent être un peu plus précis, si je peux dire, notamment dans Tant qu'il le faudra, ou comme c'est un récit choral qui va suivre, il y en a jusqu'à 13, 13 personnages. Forcément, on va aborder des choses comme les TOC, l'anxiété, l'alcoolisme, la sexualité, évidemment, les violences sexuelles, enfin voilà, plein de choses qui souvent c'est consacré. C'est un chapitre qui est consacré, ou 2 chapitres, puisque c'est un peu des tranches de vie. Donc on saute un peu comme ça de personnage en personnage pour avoir des fenêtres sur ce qui se passe dans leur vie. Donc oui, j'ai souvent des retours à ce sujet. Entre autres, dans l'enfant vampire, ta petite héroïne qui a des soucis de santé. Ouais. Et c'est pas souvent qu'on a un personnage qui est comme ça, on va dire, Oui, un personnage handicapé, de façon ouais. générale, en littérature, il y en a peu. Et alors en littérature de l'imaginaire, c'est le néant absolu en général. Encore plus en littérature jeunesse. Souvent, les récits qui vont traiter du sujet du handicap, ça va être des récits sur le handicap, justement, où Ouais. ça va être un élève à l'école qui est un peu différent. Enfin voilà, c'est ce type de récit qui est souvent mis en avant. Du coup, c'est très rare d'avoir droit à des personnages qui ont un handicap. Bon, il se trouve que l'héroïne, là, c'est des douleurs chroniques qui se rapprochent un peu de la fibromyalgie. Et ils n'ont pas le droit de vivre des aventures. Et donc, c'était ça que j'avais envie de faire vraiment avec ce roman. C'était, bon, bah voilà, il y a une héroïne, elle est handi, mais elle a le droit de faire des trucs extraordinaires et d'aller à la chasse aux vampires, quoi. C'est juste que, voilà, elle va parfois agir différemment. Il va lui arriver des choses peut-être différentes aussi. Et elle doit apprendre à, à trouver son style, si je peux dire, dans son style d'enquête, de combat, entre guillemets, parce que son corps répond pas de la même manière que la plupart de ses copains et de ses copines. On en revient au thème de l'inclusion. Donc, manifestement, toi, tu as clairement C'est un peu mon fer de lance. Donc oui. besoin de justement de parler aussi justement de ces personnages, disons de gens qui ont besoin d'être représentés. Et là, on a un véritable vide au niveau de la représentation. Est-ce que vous avez l'impression dans vos romans, vous, justement, vous y pensez à la représentation quand vous
vous abordez un nouveau texte, de savoir de quelle manière éventuellement vous pouvez, vous pouvez aller vers plus de représentation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous cause ou pas? Pour être honnête, non, oui, je vais être honnête. Non, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel je pense quand je construis mes personnages. Je les construis, je construis d'abord une histoire, une ambiance, et j'apporte déjà mes préoccupations. Alors, c'était une exception, la trilogie dont je vous parlais tout à l'heure, des préoccupations qui permettraient un retour direct face au public. La plupart du temps, sinon, c'est plus d'ordre social ou écologique, donc c'est des choses qui ne sont pas aptes à provoquer, voilà, quand je suis face au public, ce genre de réaction. Et je l'admets volontiers, je me pose pas quand je construis des personnages, je mets dans l'histoire ce dont j'ai besoin pour faire avancer mon histoire. Enfin, moi, c'est aussi bête que ça. Et donc, mais voilà, sans me poser la question de savoir qui il représenterait. Voilà. Alors, moi j'y pense un peu. Je pense que bon, je suis pas dans le même. J'entre pas dans le même aspect que Cordelia, ça c'est certain. Mais et puis j'ai pas beaucoup de recul encore, hein, je suis encore jeune en écriture. Mais c'est vrai que par exemple, dès l'enfant Pan, j'ai fait un choix assez fort, hein, sur un personnage féminin voilà, qui en impose, qui a une attitude que dans une autre époque, on aurait pu considérer comme masculine. Voilà. Justement pour trancher volontairement avec ce qui est préconçu. Voilà, donc oui, ça peut. Alors, j'en dis pas plus parce que ça fait partie des éléments de surprise aussi du roman, mais voilà. Donc, on peut en tout cas ne pas forcément s'y attendre dans Peter Pan, ou puisque c'est un préquel de Peter Pan, où finalement les personnages féminins peuvent être cantonnés à Wendy qui joue le rôle de la maman dans l'histoire de James Barrie, ou la fée Clochette, voilà. Donc des rôles très marqués, on va dire. Donc, j'ai voulu aussi m'écarter de ça en créant un nouveau personnage qui était justement différent et qui soit un personnage féminin. Je n'ai aucune notion de l'heure ni du temps qui nous reste, à peu près à la moitié. Est-ce qu'il y aura des questions dans le public? Merci. Oui, bonjour. De fait, je voulais savoir, quand vous écrivez, quand vous créez, est-ce que vous gardez en tête ce que demande la loi du 16 juillet 1949, ou relative à la jeunesse, ou ça rentre pas du tout en ligne de compte? Jamais. Je ne me pose même pas la question. C'est vrai que c'est Ok. toujours imprimé à la fin des livres qu'on est censé toujours Voilà. vivre sous le joug de cette loi, dont j'ignore complètement le contenu, comme je pense la plupart de mes collègues d'ailleurs, et des éditeurs, hein, aussi, à mon avis, ils ne s'en soucient pas. Mais Bah, si, c'est vrai que c'est une loi qui existe toujours, mais dont effectivement, on n'y pense pas, ça c'est sûr. Moi, ça m'a marqué un petit peu quand j'étais plus jeune, parce que j'étais à l'adolescence un grand lecteur de comics, et les adaptations des comics américains en France ont été voilà, sous le joug de cette loi. Et donc, il y avait voilà, certaines cases, certaines choses qui disparaissaient entre le comics américain et le comics français. Donc, je me souviens bien de l'impact que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, ouais. je me ferai de rebondir, parce que je crois savoir que dans l'historique de cette loi, justement, qui date donc des années d'après-guerre, donc 49, il me semble qu'elle a été initiée justement, alors j'espère, par le PC à l'époque, par les membres du Parti communiste, pour lutter justement contre l'emprise culturelle des comics américains qui commençaient à débarquer. Je crois que l'historique de cette loi remonte à ça. Donc, bon, voilà. C'est ça, oui. Bon. Voilà, le monde a heureusement changé depuis, mais c'est vrai que la question
que vous soulevez, c'est pourquoi elle n'a pas été abrogée ou du moins modifiée, alors que voilà, on vit dans un monde complètement, enfin, à mille lieues de ce qu'était cette époque-là. Et je me demande, alors je pose la question parce que moi-même, donc je ne le sais pas, mais est-ce qu'elle possède encore une utilité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des cas, peut-être que vous le savez dans le public, est-ce qu'il y a eu des cas où elle aurait été, oui, utilisée, alors je ne sais pas, par une organisation de parents ou que sais-je, pour se retourner contre une œuvre? À ma connaissance, non, mais À notre connaissance, enfin, non. Voilà, oui. Bon. Donc on est tout à fait dans le cas voilà, de ces reliquats législatifs complètement obsolètes, mais qui... ouais. Ouais, avec en plus il y a des textes comme ceux de Melvin Burgess, par exemple, qui abordent de manière très crue la question du désir sexuel adolescent, etc. Donc, et sans que ça ait posé problème depuis quelques années. Voilà. Alors, sans remonter, alors, je ne sais pas si c'est cette loi qui avait été utilisée, mais le dernier scandale jeunesse, vraiment très jeunesse à ma connaissance, remonte à cette dizaine d'années, et cet album pour tout petit, où il était question de caca, je ne sais plus quoi. Hein. Enfin bon, pour vous dire un peu le niveau des censeurs d'aujourd'hui. Voilà. Donc, vous vous rappelez pas, ça remonte au début des années 2010. Et il y avait, je ne sais plus quel homme politique qu'on voyait partout brandir de façon complètement ridicule cet album à la télévision. Il était scandalisé qu'on puisse faire diffuser ce genre de choses. Voilà, C'était pas Tous à poil? Non, Tous à poil, autant pour moi, j'avais confondu. Ouais, oui, parce qu'il y avait aussi une histoire C'était non, c'était Tous à c'était la poil. nudité, pas le caca. Oh, je ne sais pas pourquoi, tiens, je suis parti sur le caca. Non, mais il me semblait qu'il y avait eu aussi un truc avec la fameuse petite taupe qui avait eu aussi un de nos brillants politiques qui était parti en vrille là-dessus. Tu as raison, c'était Tous à poil. Voilà, pour dire le niveau de scandale qui avait été généré sur cet album. Voilà, Tous à poil. Voilà, la dernière grande affaire qui avait remué le landerneau de la... Juste pour rajouter, ce qui ne veut pas dire qu'on se questionne pas, enfin moi, enfin en tout cas pour ma part, qu'on se questionne pas sur la façon, et c'était le début c'est ce que chacun a dit, je crois au départ, hein, sur la façon dont on va présenter les choses. Je veux dire, c'est pour un enfant de 11-12 ans, par exemple, quand on parle voilà, d'abus sexuels, voilà, on va pas faire une scène qui serait voilà, illisible, quoi. Enfin, et c'est logique. Voilà. Et traumatisante. Il faut qu'il y ait le sens, le fond et la forme adaptée. Non, mais ça, oui, je crois que c'est tellement évident pour nous tous, et compris nos éditeurs, qu'on ne se pose même pas la question, je crois. Mais bon. Oui, et puis moi j'ai déjà eu des conversations justement avec des éditeurs sur ok, de quelle manière je vais faire ça. Enfin, typiquement à la fin de Alana et l'enfant vampire, il y a un enfant vampire qui se fait exécuter. Et donc techniquement, pour exécuter un vampire, on coupe la tête et on brûle les morceaux. Hein. Donc bon, je pouvais pas écrire ça comme ça. Et donc j'ai fait, justement, j'ai échangé avec mon éditrice sur est-ce que je mets des détails, est-ce que je fais quelque chose de très sous-entendu, est-ce que je le dis en passant, au final j'ai choisi quelque chose de très sous-entendu parce que j'aime bien et je préfère qu'on s'imagine. Mais les retours de lecteurs, clairement, ils auraient, enfin, les mômes de 11-12 ans, ils voulaient tous les détails. Hein. Si on leur demande, franchement, le gore, ils sont à fond. Quoi. Alors, voilà, ça, je peux rebondir aussi. Ça, c'est vrai, quand parfois on se limite sur l'aspect, alors juste dans l'aspect des scènes chocs, dans la violence, le gore, le sang qui gicle et toutes ces choses qu'on peut aimer dans les films d'horreur. Là, parfois, effectivement, on se freine ou l'éditeur nous freine. Moi, ça avait été le cas dans La Dernière Sorcière. Alors que la commande, entre guillemets, passée, c'était de vraiment mêler l'horreur à la fantasy. J'étais allé un peu loin, on m'a fait atténuer certaines scènes. Et quand je raconte ça, en revanche, devant les jeunes lecteurs, ils regrettent tout. Ah oui, non, on aurait bien voulu qu'on aille jusqu'au bout voir ça, parce qu'ils en sont très friands. Il ne faut jamais de toute façon, mésestimer leur pratique du second degré, leur capacité de recul et la grande intelligence de ces très jeunes lecteurs, voilà, qui savent très bien décrypter les différents degrés de ce qu'on aborde. Oui, bonjour. Déjà, je pense que c'est important de dire que je suis hypersensible, et ce depuis que je suis toute petite. Et moi, personnellement, j'ai été traumatisée par beaucoup de choses que j'ai lues, que j'ai vues, etc.
Et je sais qu'on n'a pas tous la même maturité, la même ouverture d'esprit suivant l'âge. Il y en a à 8 ans, pas de souci, du gore, tout va bien. Il y en a d'autres, non. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Et bon, moi, j'ai certains a priori par rapport à la littérature jeunesse, mais jusqu'à présent, j'étais quand même dans l'état d'esprit à l'ancienne que, par exemple, côté voilà, sang ou enfin voilà, violence, que ce soit sexuelle ou physique, c'était limité, on va dire. Et en ce moment, je suis en train de lire le premier livre de la quête d'espérance d'Eliott. Et j'ai été assez choquée, assez choquée parce que il y a une scène d'abordage qui n'est pas écrite, qui est zappée. Alors là, je me suis dit, non, il y avait le suspense, tout ça, ça aurait pu être vachement sympa, même sans forcément rentrer dans le trop sanglant ou trop gore. Il y avait des trucs sympas à dire, donc j'ai été surprise. Et juste après, il y a une scène de torture. Alors, elle est petite, elle est rapide, elle est bon, mais quand même, voilà, ça m'a beaucoup surpris, beaucoup choquée. Et alors peut-être que oui, peut-être qu'on est d'une génération où les Walt Disney sont atténués, ou je sais pas. Mais en tant qu'adulte, oui, moi je suis choquée. Je tiens à préciser, cette trilogie-là, elle s'adresse aux adolescents, pas aux enfants. C'est marqué littérature parfois- jeunesse dessus. Et ça Ah oui, aussi, mais c'est une question. alors, Quel âge, et voilà, mais ça, quel âge pour la littérature jeunesse? c'est toute la question. Alors ça, je dirais, normalement, je devrais me défausser là-dessus sur mon, là, attends, je cherchais, voilà, sur mon éditeur, parce que là, oui, effectivement, ça c'est peut-être lui qui a mal signalé. Mais j'ai clairement écrit cette trilogie pour au minimum adolescents et le fameux segment young adulte qu'on a inventé depuis, mais certainement pas pour jeunesse. Et moi-même, je le déconseillerais aux lecteurs de 10 ans, je ne sais pas, effectivement. Et vous avez tout à fait raison, de toute façon, quand vous exprimez votre approche avec cette sensibilité. Mais la grande chance de l'époque de la littérature jeunesse, elle est suffisamment riche et vaste pour que chacun, selon ses propres sensibilités, puisse être certain de trouver ce qui va lui correspondre, ce qui n'était peut-être pas le cas à une certaine époque, ça je veux bien le croire, voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, il y en a, enfin, je le dis de façon schématique, je suis désolé, mais il y en a effectivement pour tous les goûts et pour chacun. Mais parfois, comme dans tout niveau, comme dans toute création, comme dans le film, comme dans le jeu, peu importe. Et donc chacun va se diriger vers ce qui lui correspond selon justement sa sensibilité et son approche. Car évidemment, nous sommes tous différents par rapport à ça. Vous avez tout à fait raison. D'où l'intérêt des trigger warnings, comme on en parle de plus en plus, ou de préciser vraiment l'âge. Oui, mais ça pose une très bonne question. Souvent, parfois, il m'est arrivé effectivement moi, de ne pas être. Quand je découvre, parce que franchement, on demande. Enfin, je ne sais pas si mes collègues vont me contredire, rarement leur avis aux auteurs pour savoir quelle est la cible précise. Et puis, moi, parfois, effectivement, contre d'autres livres, je vois, je ne sais pas, n'importe quoi, 9-12, 9-13. Ce n'était pas peut-être forcément le lectorat que je pouvais avoir à l'esprit quand j'écris, mais ensuite, savoir que ce genre de choses nous échappe parfois, les auteurs. Et j'ajouterais que pour le coup, on a un vrai problème, je trouve, en librairie de façon générale, parce que actuellement, il n'existe que donc il y a la 9-12, enfin la moins de 8 ans, en gros, la première lecture, la 9-12, et ensuite il y a la plus 13. Et en fait, aujourd'hui, il y a des lectures qui sont plutôt pour les 15-16 ans, mais cette catégorie-là, en fait, n'existe pas dans les bases de données, donc elle se retrouve en plus 13. Et le nombre de fois où moi je vois, par exemple, Tant qu'il te faudra en plus 13 ans, dans la catégorie 13 ans, alors que c'est un ouvrage, enfin, ça ne me gêne pas qu'il y en ait qui lisent à 13 ans, je l'aurais lu à 13 ans, je n'aurais pas eu de problème, mais c'est quand même plus pour des 15-16 ans. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que sur le tome 2, il y a écrit à partir de 15 ans, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas classé correctement, parce que malheureusement, la surproduction, le fait qu'il n'y ait pas la catégorie dans les bases de données, tout ça fait que des fois, c'est classé pas forcément comme il faut, quoi. Je vais donner un autre exemple. Rouge, qui est un roman de Pascaline Nolo, qui reprend l'histoire du conte du petit chaperon rouge.
dont on oublie aussi que finalement, comme la majorité des contes, c'était une façon de raconter des choses quand même qui étaient souvent difficiles, hein, les contes de fées. Hein. C'est clairement, alors même si effectivement c'est mis à partir de 13 ans, souvent dans les librairies, c'est clairement à partir de 15-16 ans, pas avant, quoi. Hein, on évoque clairement le viol dedans. C'est une histoire superbe que je conseille de lire. Mais bon, par contre, effectivement, il y a une tranche d'âge et il y a effectivement, ça fluctue un petit peu. Et ce que je voudrais aussi ajouter, en fait, à titre personnel, moi, quand il y a une scène compliquée, on parlait de scène de torture ou d'autres, enfin, une scène de violence, personnellement, je me questionne toujours sur l'utilité de cette scène et sur, voilà, donc pour qu'il n'y ait pas de, à partir du moment où j'écris pas du gore pour du gore, par exemple, ce soit pas de la violence gratuite, mais que ce soit une scène qui soit utile à la compréhension du récit. Ouais, et puis il y a aussi, pour revenir sur mon exemple de est-ce qu'on va décrire, enfin, est-ce qu'on va dire que le vampire s'est fait couper la tête et brûler les morceaux. Il y a aussi voir avec l'ambiance générale du livre, et c'est ça aussi qui m'a fait prendre la décision, c'est que voilà, dans le reste du livre, il n'y avait pas forcément ce genre de détails. Du coup, pourquoi à la fin en rajouter alors que du coup, ça ferait que éventuellement certains lecteurs s'y attendraient pas parce qu'ils ont eu un récit qui est quand même au début assez enfin, pas doux, mais soft, entre guillemets, enfin voilà, avec rien de choquant, et puis à la fin, paf, allez. Donc il y a ça aussi qui se pose la question, alors que quand on est sur... il y a des livres d'épouvante pour enfants, ou d'horreur, ou frissons, etc., ce genre de collection. Bon, là, on sait que le jeune public ou les adolescents vont se tourner vers ces collections-là, justement, pour avoir quelque chose de plus intense, peut-être. Donc voilà, je trouve qu'il y a aussi cette question-là, comment ça s'intègre dans la collection, dans le reste du livre. Dans les albums aussi, je vais donner un autre exemple. Je crois que c'est un album qui s'appelle L'ogre et la sorcière. J'oublie peut-être une partie du titre, je ne sais plus de quel auteur, mais je sais que ça s'adresse aux enfants de moins de 5 ans. C'est un album qui est sorti il y a une dizaine d'années, dans lequel on voit clairement une sorte de fabrique dans laquelle les enfants sont découpés, quoi. Et ça s'adresse à des enfants de moins de 5 ans en images. Donc là, on parle d'image, mais alors il y a une distanciation par rapport à l'histoire, etc. Mais on n'est pas sur de la littérature telle que nous on la pratique. Hein. Là, on parle vraiment aussi sur des albums. Donc voilà, je donne d'autres exemples de l'existant aujourd'hui et pour montrer que voilà, il n'y a pas forcément toujours de limites ou ça ne crée pas forcément de scandale systématiquement. Après, effectivement, on parlait du fait que le lectorat, quand il s'attend pas du tout à certaines choses, peut être choqué là où il n'a pas envie d'être choqué. Donc, on a parlé des trigger warnings, moi, très très brièvement. Mais est-ce que vous avez pas l'impression que quelquefois, à vouloir trop protéger l'intérieur de ne pas spoiler le contenu du roman, certains éditeurs vont finalement fausser l'impression sur la couverture ou quoi, n'annoncent pas suffisamment la couleur. Et justement, on a parlé des problèmes de tranche d'âge aussi, et que quand on a un lectorat qui a envie de se mettre en doré, de se protéger pour une raison ou pour une autre, parce qu'on a le droit de se protéger quand on est en période, soit parce qu'on est hypersensible, soit parce qu'on est dans une période de vulnérabilité, et ça peut arriver à un enfant. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelquefois, justement, l'aspect commercial des éditeurs n'est pas toujours très, très honnête vis-à-vis du public ? Vous n'avez pas eu ce sentiment quelquefois sur une couverture ou sur un roman, vous avez l'impression, vous n'auriez pas aimé que ce... J'ai pas forcément d'exemple, mais je sais que oui, forcément, c'est des choses qui arrivent. Que voilà, que
que le contenu soit pas forcément en rapport avec la couverture ou qu'il y ait des scènes surprises, on savait pas que ça allait parler de ça, etc. Parce que le résumé était trop évasif. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Et je pense que pour le coup, les éditeurs et les auteurs ont une forme de responsabilité là-dessus aussi, d'annoncer un peu plus la couleur et de pas tromper le lecteur sur le contenu. Et je pense que ça aiderait aussi. Alors voilà, après, je sais pas à quel niveau c'est. Est-ce que c'est sur le résumé? Est-ce que c'est sur à l'intérieur du livre, mettre un avertissement avec les thèmes qui peuvent être abordés? Est-ce que c'est le brief commercial pour que les libraires sachent le vendre et prévenir éventuellement les potentiels parents acheteurs, pour dire voilà, attention, ce livre-là. Mais en même temps, bon voilà, ils peuvent pas faire ça avec tout le monde non plus. Donc voilà, où est-ce qu'on Oui, c'est pas évident de trouver la barrière parce que on risque effectivement, parce que à t'écouter et à même à m'écouter exprimer ce que j'essaye d'exprimer, je me rends compte que ça peut aussi se retourner et que certains libraires et que certains bibliothécaires, en tout cas des prescripteurs, risquent aussi de se retrouver quand ils sont de se retrouver en position de pouvoir censurer des choses qui, eux, ne leur conviendraient pas ou ne leur plairaient pas. C'est vrai que c'est on se retrouve dans un peu... on peut pris au piège, en fait, d'une certaine manière. Je suis plutôt d'avis, bon, ça c'est mon avis personnel, que il vaut mieux prévenir, quitte à perdre des ventes, plutôt que le livre se retrouve entre les mauvaises mains au mauvais moment. Voilà, mais... Après, tout quand on parle d'enfants et d'adolescents. Après, voilà, à titre personnel, mais peut-être des contre-exemples, j'ai l'impression que quand même la majorité, enfin si ce n'est la totalité des éditeurs ont quand même à minima ce sens des responsabilités, à savoir qu'ils annoncent quand même clairement la couleur, justement, si je puis dire, par rapport au code utilisé dans les différentes couvertures. Je n'ai pas d'exemple dans production personnelle de couverture qui aurait été à l'encontre du contenu, voilà, vraiment, je pense que, voilà, pour l'instant, tout se tient à ce niveau-là, et je me pose la question, voilà, de l'utilité d'aller au-delà et d'écrire noir sur blanc, alors que ce soit au dos du livre ou à l'intérieur dans certains passages, des codes, mais pourquoi pas, à titre personnel, j'aurais rien contre. Je pense que jusqu'à présent, voilà, les différentes codes de couverture utilisés sont assez explicites pour qu'on ne soit pas totalement surpris par le contenu d'un livre. En tout cas, voilà, je n'ai jamais été confronté à ça. Jamais un de mes éditeurs aura menti sur la marchandise, pour le dire plus clairement. Voilà. Moi, pour le coup, j'ai plus d'exemples, parce que je suis, à titre personnel, souvent assez remuée par les scènes de viol qui existent parfois en littérature ado. Et alors, autant que le sujet soit traité, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Au contraire, je suis plutôt en recherche de comment on va parler de ce sujet-là, comment on va informer les adolescents. Mais voilà, ça veut pas forcément dire que j'ai envie de lire la scène en elle-même, quand bien même elle est d'un point de vue extérieur ou peu importe. Typiquement, c'est le genre d'avertissement que j'apprécierais. Voilà, et j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont du coup d'autres sujets à proprement parler qui auraient besoin de ce genre d'avertissement. Mais clairement, il y aurait des livres que j'aurais pas forcément lus parce qu'il y a suffisamment, disons, de choix pour que je me permette de celui-là, ça contient un tel truc, je passe, je prends un autre. Ouais, après, les avertissements sont quand même très génériques, hein. Souvent, c'est des phrases en disant que ça, attention, ça évoque le deuil, le viol, le ceci, cela. Et en fait, on n'évoque pas tout ça. On a l'impression que. C'est ça qui est le problème, selon moi. Les trigger warnings qui sont de plus en plus. Enfin, qui sont parfois mis, ça va être des choses très floues avec juste les thématiques. Et je trouve que c'est pas pareil de parler par exemple, d'anorexie. Et d'avoir des scènes d'adolescentes qui se font vomir. Enfin voilà, c'est pas du tout la même chose. De la même manière, parler de viol ou montrer un viol, c'est pas du tout pareil. Moi, je veux pas prêcher par paroisse, mais moi, je fais la liste hyper concrète en général, dans tant qu'il faudra, puisque ça aborde beaucoup de sujets et que c'était une demande des lecteurs surtout.
C'est très précis. Si c'est s'il y a une scène où il y a de la consommation d'alcool, bah, ça va être consommation d'alcool. Si c'est ivresse, c'est pas pareil. Si c'est parler de viol, c'est pas pareil qu'une scène de viol. Enfin, je pense qu'on gagnerait peut-être à être un peu plus détaillé pour qu'ils servent vraiment, en fait. Parce que si c'est trop flou, attention, certaines scènes peuvent heurter à la sensibilité. La sensibilité de qui, en fait, vis-à-vis de quoi? C'est trop flou. C'est vrai que quand c'est flou, ça peut éventuellement à la fois repousser des gens parce qu'ils vont imaginer le pire, et en même temps, quand c'est trop précis, ça peut aussi générer des conflits. Et puis, c'est pas évident d'être très précis parce que tu peux te retrouver avec une liste qui, à l'arrivée, va faire peur, alors que ben, finalement, il n'y a peut-être pas tellement matière à avoir peur aussi dedans. C'est un équilibre qui est difficile à trouver. Ouais, Hein, c'est un équilibre compliqué. Et dans la façon dont c'est raconté, ça a été un débat en fait sur l'enfant pan, puisque la première édition, elle est sortie, a été rééditée. Après, il y a été question sur la deuxième édition qu'on fasse un avertissement justement. Il n'y en a pas eu au final. Moi, j'ai dit OK. Hein, j'ai laissé l'éditeur. Voilà, j'ai dit faites si vous pensez. Sur le premier, eux-mêmes n'y avaient pas songé. Moi, j'avais pas assez de recul. C'était mon premier roman, de toute façon, pour me rendre compte, je pense. C'était eux ils étaient plus professionnels que moi, à mon sens, mais pour pouvoir me conseiller. Et voilà. Et finalement, ils ont décidé de laisser comme ça, malgré mon accord, en considérant que c'était une évocation de scènes d'abus sexuels sur enfants et que c'était pas une scène où on rentrait durant une page ou 2 pages dans des détails qui étaient illisibles par les jeunes, quoi. Mais ça a très à la marge, hein, on a eu un retour d'un ou deux lecteurs adultes, voilà, en l'occurrence. Bon. D'autres questions? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter? Non, enfin moi je voudrais juste peut-être dire que voilà, j'ai pas écrit pour les adultes pour le moment, j'écris qu'en littérature jeunesse. Mon prochain projet, il est sur de la catégorie 9-12 ans. Donc justement, j'écris différemment, c'est certain, mais que mon sentiment, pour revenir à la question première posée, c'est que je me sens libre, en tout cas, dans l'écriture, en littérature jeunesse au sens large du terme. Oui, si je pourrais ajouter quelque chose, parce qu'on a parlé de trigger warning, de plein de choses, etc. Je pense aussi que, en particulier quand on écrit pour la jeunesse, enfin, moi c'est une habitude que j'ai, c'est de mettre des ressources à la fin. Quand j'aborde certains sujets, par exemple l'éveil des sorcières, c'est le sexisme à l'école. Le tome 2, c'est sur la dépression. Et donc voilà, c'est des sujets qui sont abordés de manière assez naturelle et pas trop tragique pour le coup. Mais voilà, je pense que quand on s'adresse à un jeune lectorat et qu'on veut justement les faire réfléchir sur un certain sujet, quand c'est le but du livre, que leur donner des petites ressources, que ce soit pour eux ou pour les parents ou pour les professeurs ou les bibliothécaires qui abordent ces livres-là avec le jeune public. Ça peut être aussi un moyen de justement, bon ben voilà, ce livre il t'a peut-être remué sur certaines choses, peut-être que tu as des questions. Bah voilà, des endroits où tu peux peut-être trouver des réponses et t'informer un peu plus et aussi oui, voilà, avoir moins peur de sujet, enfin voilà, savoir comment en parler. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est voilà, répéter que, à mon sens, mais bon, je trouve quand même que le sens des responsabilités est quand même assez partagé chez les collègues et chez les éditeurs. J'ai connaissance d'aucun exemple d'irresponsabilité totale qui aurait consisté à livrer quelque chose d'absolument abominable, au vrai sens du terme, à un public pour lequel
ça n'aurait pas été destiné. Donc jusque-là, je dirais, il semble que les digues, appelons ça comme ça, sont là. Mais je suis tout à fait, je vous rejoins sur la question. Effectivement, je le répète, moi, absolument rien contre à ce qu'on estampille davantage mes titres pour préciser ce qu'on peut trouver précisément. La question que ça pose, voilà, finalement, qui constitue cette liste, qu'est-ce qu'on y met et jusqu'où. Eh ben, si personne n'a d'autres questions, on va peut-être en rester là.